podcast du FIP. Bonjour, je suis Aude et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Aurélie Moiseau, chargée de mission handicap à INRIA, et Thierry Lartigue, chef de la mission handicap, référent handicap national, pour parler handicap et emploi et plus particulièrement évoquer le métier de référent handicap. Merci de votre présence. Je crois savoir que vous vous connaissez déjà. Thierry, vous avez été le parrain d'Aurélie dans le cadre du Handipact Île-de-France. Et vous, Aurélie, vous êtes aujourd'hui marraine à votre tour. Tout à fait. Et pour ma part, c'était vraiment bienvenu parce que c'était dans un contexte de Covid et de télétravail généralisé pour INRIA. Et donc, de pouvoir échanger avec Thierry sur mes problématiques et sur le travail de la mission handicap aussi en distanciel, c'était vraiment bienvenu. Effectivement, je partage évidemment ce que dit Aurélie. Ça a été d'abord un plaisir parce que Aurélie le dira peut-être après ou modestement, mais Aurélie a un parcours et avait déjà des appétences et plus qu'une base technique sur ce sujet-là, donc ça a été un accompagnement assez facile. Et puis c'est vrai qu'il y avait une période particulière où nous, tous les référents handicap, de manière générale, on avait cette tâche complexe d'accompagner toutes les personnes concernées à distance notamment, plus évidemment toutes les problématiques de la société qu'on a connues à l'époque. Et puis même si je travaille depuis longtemps avec l'Handipact, effectivement c'est toujours un plaisir d'essayer d'échanger, non pas uniquement d'un point de vue descendant, même si ça existe évidemment, hein, c'est le sujet premier. Mais il y a toujours pour ceux qui sont depuis un petit peu longtemps sur ce sujet-là, il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières années et c'est toujours intéressant d'avoir une remise en question, justement, on appelle ça une filleule pour le côté un petit peu, j'ai envie de dire, sociétal du terme. Mais c'est toujours intéressant et du coup, j'ai eu la bonne surprise puisqu'on se connaissait pas avant. Qu'Aurélie avait ce côté formation déjà et d'avoir une vision qui me plaît d'ailleurs, j'ose le dire. Peut-être qu'Aurélie va répondre, va rebondir dessus, mais avec une vision RSE assez moderne que moi souvent j'aimerais développer d'ailleurs dans la fonction publique. Et du coup, je pense qu'on s'est rejoint sur ce sujet-là quelque part. Très bien. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous résumer chacun votre tour, votre parcours professionnel avant de devenir référent handicap? Alors, effectivement, moi, j'ai toujours travaillé sur la thématique du handicap, puisque, comme le disait Thierry, j'ai un master en responsabilité sociétale des entreprises. Donc, en fait, je me suis spécialisée dès les études avec l'idée en tête de travailler sur la RSE et sur la question de la diversité en entreprise. Donc, j'ai démarré d'abord dans le secteur privé au sein d'une mission handicap ou en alternance. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire de l'alternance et donc de me professionnaliser directement au sein d'une mission handicap. Et puis après, je suis allée dans le secteur associatif. J'avais envie aussi de voir la partie accompagnement. Et donc, j'ai travaillé à peu près 7 ans au sein d'une association pour créer des partenariats avec les entreprises pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap. Et j'ai intégré INRIA donc en octobre 2020 sur un poste de chargé de mission handicap à temps complet pour déployer donc la politique handicap d'INRIA. Et donc INRIA, c'est Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Donc c'est un EPST, établissement à caractère scientifique et technologique, donc comme le CNRS, l'INSERM, INRAE, qui sont un peu plus connus. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que j'ai évidemment, vu mon âge, une carrière un petit peu plus longue, mais c'est vrai que au départ, je n'étais pas destiné, on va dire consciemment, certainement, consciemment au métier de référent handicap et puis travailler sur ce sujet-là puisque j'ai débuté ma vie professionnelle par une carrière de militaire avec surtout un profil quand même des ressources humaines et de la logistique au sens général du terme. Et puis au bout d'une quinzaine d'années, l'envie de changer, de voir autre chose, et j'ai rejoint les ministères sociaux, donc je suis actuellement en tant que référent handicap national. Et j'ai commencé évidemment par des métiers qui étaient liés à l'inspection du travail, mais quelque part qui ne sont pas très loin, puisque on retrouve quand même beaucoup de textes dans le Code du travail sur le handicap, notamment sur la DETH. Et puis,
quelque part, j'ai reglissé vers mes anciens amours, puisque je suis revenu sur des fonctions de ressources humaines, notamment conseiller mobilité carrière, responsable de formation, et puis responsable d'une unité au niveau régional qui était l'unité action sociale, avec des sujets comme la diversité, l'égalité professionnelle, le service de santé au travail, la prévention et le handicap. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu plus, pas loin maintenant d'une quinzaine d'années, que j'ai ce lien de plus en plus appuyé sur le handicap. Et à un moment donné, il a été question de m'interroger sur cette fameuse crédibilité. Et j'ai appris par une stagiaire que j'ai reçue donc au travail qu'il existait un diplôme universitaire pardon, à l'université de Créteil. Donc je me suis inscrit. On avait en plus la particularité de devoir faire un mémoire de recherche sur le handicap, évidemment. Voilà, et tout ça m'a emmené au fur et à mesure à monter en compétence sur ce sujet-là. Parallèlement, de par ma fonction, j'ai été pendant 10 ans au comité local du FIPHFP. Donc évidemment, ça, il y a eu un petit côté exponentiel dans la montée en compétence et à la connaissance. Et puis, quand je disais au départ que j'avais certainement rejoint ce métier ou cette mission d'un point de vue un peu inconscient, c'est qu'en fait aussi, mais ça on le sait qu'après, j'ai grandi avec un enfant trisomique. Alors c'est quand même très intéressant en plus de séparer les choses, de pas faire ce lien direct. Pourquoi? Parce que je pense que, puis peut-être qu'on en reparlera, que ça reste quand même deux mondes différents, parce qu'on doit se repositionner aussi quand on est en tant que référent handicap au travail notamment. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qui m'a emmené au fur et à mesure de rejoindre, de passer du niveau régional au niveau national, et de quitter un petit peu ce métier de référent de proximité et de se positionner en tant que référent plus macro, c'est-à-dire de mettre en place une politique handicap au sein des ministères sociaux. Très bien, merci. On va passer à la question suivante. Quelles sont pour vous les compétences attendues et les missions d'un référent handicap? Alors, pour moi, les compétences attendues, c'est de l'adaptabilité et puis un bon relationnel parce que le référent handicap est amené à travailler avec tous les services de l'établissement et de l'organisation. Donc, il faut pouvoir voilà, avoir cette polyvalence dans les missions. On touche un peu à tout. On va travailler sur le recrutement, sur l'accompagnement, le maintien dans l'emploi, mais aussi la communication, la sensibilisation, la formation. Donc il faut pouvoir avoir des bonnes connaissances sur un certain nombre de sujets pour pouvoir échanger avec les différents interlocuteurs, qu'ils soient donc nos collègues au niveau des services ou les agents en situation de handicap qu'on accompagne et aussi les partenaires externes qu'on peut mobiliser. Euh, Moi, pour ma part, je suis comme Thierry aujourd'hui, je suis sur un poste plus macro sur l'idée de déployer la politique handicap d'INRIA. Et pour ça, je suis accompagnée en fait d'un réseau que nous, on nomme correspondant handicap au sein d'INRIA. Donc, il faut savoir qu'INRIA est présent sur toute la France et il y a 10 centres de recherche sur toute la France. Et il y a un ou une correspondante handicap dans chacun des centres qui va vraiment avoir un rôle d'accompagnement individuel des agents en situation de handicap, donc vraiment un travail de proximité. Donc à la fois ils accompagnent les agents tout au long de leur carrière, mais aussi ils déploient au niveau local la politique handicap que nous on propose au national. Je m'aligne totalement dans ce qu'elle a présenté. Souvent, ce que je dis, que j'ai souvent dit d'ailleurs à des étudiants, la première chose, c'est pour moi un référent handicap est un animateur, voire un créateur. Alors, parce que je ne vais pas revenir sur toutes les missions qui ont été présentées, notamment par maintenant le législateur, la circulaire de la DGFP, hein, qui cadre quand même de manière assez précise, même si on peut aller toujours plus loin, mais qui ont mis un cadre du métier de référent handicap. Donc ça, je pense qu'on ne va pas le répéter, Aurélie l'a très bien dit. Sachant que on se positionne toujours sur des compétences par les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Et on oublie d'ailleurs ces trois aspects. Et c'est pour ça que je parlais de créateur, d'animateur, parce qu'on ne s'intéresse pas forcément beaucoup
au savoir-être du référent handicap. Et ceux qui me connaissent savent que c'est un angle qui m'intéresse particulièrement, tout simplement parce que le handicap, il y a une notion d'humanisme et de salité. Et du coup, lorsque l'on prend sous cet angle-là, c'est-à-dire que 80% du temps du référent handicap, c'est de l'accompagnement humain, je crois qu'on doit se poser la question de la posture et cette relation qu'il y a entre un accompagnant et un accompagné, avec les avantages, mais aussi tous les risques que l'on peut rencontrer. Donc ça, on n'aura peut-être pas le temps de tout développer ici, et peut-être qu'il y aurait des désaccords, mais je pense que le sujet du savoir-être, aujourd'hui, c'est un sujet qui doit nous intéresser du fait que bon, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, loi 2019 dans la fonction publique, depuis peu, c'est un métier qui a été rajouté au répertoire des métiers de la fonction publique, donc qui le cadre maintenant officiellement. Donc c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui ont été dites. C'est peut-être intéressant de se reposer la question des missions qui vont être attendues pour continuer à progresser, pour aller jusqu'au bout de la professionnalisation. Après, une fois qu'on a dit ça, il y aura aussi, comme l'a rappelé Aurélie, le positionnement dans l'institution et dans les organisations, parce que le référent handicap est un panel assez large, ce qui peut nous desservir parfois. C'est pour ça qu'il faut lui trouver un tronc commun. C'est-à-dire qu'on a les référents de proximité qui vont accompagner au quotidien, qui vont être les premiers accueillants des personnes en situation de handicap. Et c'est ce que d'ailleurs rappelle le texte dans le Code général de la fonction publique. Et puis, il y a de l'autre côté, à l'extrémité, ce référent national. D'ailleurs, c'est intéressant, on a souvent des discussions avec d'autres référents interministériels auxquels nous participons. Et on voit encore que certains préservent des anciennes appellations pour pouvoir faire la différence. Moi, je pense que c'est une erreur parce que du coup, le fait d'avoir retenu une sémantique, peu importe, c'est celle-ci qui a été retenue, participe à cette professionnalisation du référent handicap. Après, il faut juste bien s'entendre à quel niveau il intervient. Et du coup, à la fois dans sa posture, dans son organisation et puis dans la structure au sens large, je pense que ça va définir ses missions. Et je finirai juste par une chose qui est plus une interrogation qui peut permettre peut-être d'ouvrir le débat, c'est-à-dire de se poser la question, une fois qu'on a défini tout ça aujourd'hui, que doit être un référent handicap, celui de demain, avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire peut-être de le sortir des ressources humaines et aller, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, aller plus vers la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ouvrir avec tous les sujets qui sont systémiques aujourd'hui que l'on connaît, peut-être un peu plus modernes et adaptés à notre époque. Intéressant, merci. Comment travaillez-vous avec les autres acteurs RH et l'organisation? Je rejoins Thierry sur l'idée d'intégrer la politique handicap et le rôle de référent handicap au sein de quelque chose de plus global et de plus large qu'est qu'est la RSE. Mais aujourd'hui encore, je suis, moi, au sein du service des ressources humaines, donc à la direction des ressources humaines. Donc, je travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des services de la direction des ressources humaines d'INRIA, donc le recrutement, la carrière, la formation, etc. Et puis, l'idée, c'est de toujours inclure, je dirais, le volet handicap dans les actions que nous menons avec les services. C'est-à-dire que les services concernés gardent le pilotage de leurs actions. Le service recrutement va continuer à recruter et à suivre la carrière des agents. Mais en fait, pour donner un exemple, c'est un peu comme dans les supermarchés. Vous savez, certains supermarchés ont un rayon bio où on va trouver tous les articles dans ce rayon bio, et puis toutes les autres allées, c'est les articles classiques. Chez Inria, et je pense que c'est un peu la même chose pour Thierry, c'est qu'on veut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut mettre de la politique handicap dans tous les rayons de l'institut et qu'on y pense à chaque fois et qu'il soit pas dans son allée à l'écart du reste. Donc, c'est comme ça que je travaille avec les services, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle action, des nouvelles campagnes de recrutement, de formation, etc., on va se poser la question comment on va intégrer la partie politique handicap et diversité dans notre accompagnement.
Et bien évidemment, il n'y a pas que le service des ressources humaines, hein. Il y a tous les services de l'Institut sont concernés par la thématique du handicap, hein. La direction de la communication, la direction des systèmes d'information, notamment pour la mise en accessibilité numérique, hein, qui est un gros sujet aujourd'hui, et aussi le service achat-marché, etc. Alors, l'exercice le plus difficile pour moi, en passant derrière Aurélie, c'est qu'en fin de compte, tout ce qu'elle a dit, je valide totalement, évidemment, puisqu'on a certainement une vision commune. Et au-delà de la vision commune, c'est aussi une vision d'efficience. Aurélie a cité tous les services avec qui on doit travailler et on en a d'autres certainement en commun. Donc, je ne vais pas tous les reciter. Mais ce qui me permet de, moi, du coup, de parler en seconde, de réfléchir peut-être un peu différemment pour pas répéter. Déjà, la question que ou la question, ou plutôt le postulat que je donne, que ce soit dans les formations, mais aussi à ma propre direction, c'est de se poser la question comment avoir une politique handicap efficiente. Il y a que deux manières de l'avoir. Il y a deux éléments. La première, c'est d'avoir la direction qui nous appuie et qui nous donne le pouvoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y a un référent handicap. Mais une fois qu'on a dit ça, du coup, c'est pas aussi simple parce que si on idéalise, nous, la manière dont on devrait travailler, et évidemment, comme c'est un sujet universel, on l'a déjà dit, Aurélie dit un mot très important, c'est la transversalité, puisqu'on va travailler avec tous les services, puisque, encore une fois, le handicap n'est pas une spécialité, puisque ça peut concerner tout le monde à n'importe quel âge, et encore plus quand on sait qu'on est dans une société du travail où on va vieillir au travail, et que c'est la première cause du handicap. Donc, une fois qu'on pense comme ça, évidemment que la transversalité a toute sa place avec, et je reviens, avec ce sujet pour moi de la prévention. Et d'ailleurs, dans mon ancien poste où j'étais un petit peu plus près, on m'avait permis de créer des postes à 100% d'assistants de prévention à qui j'avais donné notamment la casquette ou le rôle et la mission de référent handicap, ce qui avait pour moi aucune contradiction. Et c'est intéressant parce que les autres acteurs qui sont sur ces sujets-là, que ce soit la QVT, que ce soit la diversité, la prévention, ont peut-être, je dis peut-être, un peu plus accès à cette transversalité. Parce que malheureusement, d'un côté, on veut défendre le handicap et on fait beaucoup de communication. Et peut-être que la perversité, c'est que justement, on crée une thématique à part entière alors que ça ne doit pas en être une. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et quand je reparlais du pouvoir qu'on peut nous donner, et le positionnement dans l'institution, c'est très important parce que aller voir les autres services des ressources humaines que Aurélie a cité, le recrutement, la formation, les concours, etc., mais aussi les autres services plus appuyants ou plus logistiques, comme les finances, la com, etc., il faut qu'on ait une crédibilité. Et cette crédibilité, on l'aura de par nos formations et nos compétences, encore faut-il qu'elle soit reconnue, c'est une chose, mais par la mise en avant et le portage de la direction. Et je pense que c'est presque l'essentiel de cette manière de pouvoir travailler. Moi, si je prends l'exemple au ministère social, puisqu'on évidemment on n'est pas forcément parfait non plus, et on peut s'apercevoir que d'ailleurs, aux ministères sociaux, il peut y avoir ce petit défaut de croire que parce qu'on est les ministères sociaux, avec des politiques publiques tournées justement sur ces sujets-là, ben, que c'est intégré et qu'on n'a pas besoin de se remettre en cause. Et je pense que justement, pour bien travailler avec les autres, il faut surtout se remettre en question et intégrer ben, la question du handicap dans tous les gestes du quotidien et de la gestion. Si je prends, Aurélie a pris un exemple très bon évidemment de l'accessibilité numérique. Moi, je vais vous en prendre un autre très simplement pour bien faire comprendre. C'est quand on fait la DOTH, donc la déclaration, on a tous des outils certainement SIRH qui permettent de faire des extractions et de pouvoir cette déclaration. Et puis sur un territoire assez vaste, hein, souvent, on parle du national ici, c'est de connaître ben, l'état des lieux de nos bénéficiaires d'obligations d'emploi. Mais en fait, si les gestionnaires à chaque étape ou dans tous les coins de France et Navarre ne savent pas mettre à jour cette application, si nos services informatiques ne nous suivent pas sur la possibilité de mettre à jour ou de nous donner les droits, etc., etc., ben justement, on voit bien que à la fin, j'aurai pas un véritable recensement de mes bénéficiaires. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que on doit être présent un petit peu partout et sincèrement, c'est un peu la contradiction. Ça peut être parfois un métier un peu isolé, alors qu'on a besoin des autres pour pouvoir travailler.
Merci beaucoup. Aurélie, Thierry, pour finir, j'aurais juste une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une personne qui souhaiterait devenir à son tour référent handicap? Alors, bah, déjà de se former, puisqu'aujourd'hui, il existe des formations pour pouvoir se professionnaliser et que c'est une chance. Mais ensuite, je dirais surtout de s'entourer, d'échanger avec ses pairs, justement, bah, de participer à des actions comme ce parrainage qui est proposé pour pouvoir échanger avec une personne qui est en poste depuis plus longtemps, de participer aux différentes réunions, vraiment d'aller chercher des échanges à l'externe pour voir ce qui se fait, comprendre comment on peut faire avancer le sujet dans sa propre organisation. Et ça passe par les actions du Handipact, les partenaires comme Cap Emploi, Pôle Emploi, les référents aussi handicap des universités. Enfin, moi, je dirais qu'il faut vraiment aller dans l'échange. Et ne pas rester seul parce que, comme l'a dit Thierry, c'est vrai que parfois on peut, bah, il y a souvent un référent handicap dans une organisation et on peut au début se retrouver un peu isolé, alors que au contraire c'est un sujet qu'il faut traiter avec un maximum de personnes et donc d'échanger avec ses pairs, c'est primordial. Peut-être que le premier conseil que je donnerais, il peut être un peu surprenant, mais ça c'est aussi l'expérience et le vécu, c'est de savoir accepter une forme de frustration. Parce que lorsqu'on vient sur ces métiers, la plupart du temps, quand même, on n'y arrive pas par hasard. Et du coup, on vient avec un idéalisme. On se dit qu'on a envie d'accompagner des personnes en situation de handicap ou différentes, ou avec parfois d'une manière un peu péjorative des fragilités ou autres. Il y a aussi cette vision-là qui est pas la bonne d'ailleurs, mais on a des gens qui viennent avec ça et ils risquent du coup d'être déçus, et notamment avec tout ce que l'on vient de se dire, c'est-à-dire que c'est pas un métier totalement justement dans une forme d'inclusion nous-mêmes et d'accepter par le collectif de travail parce que on vient avec la petite chose en plus, le travail à faire en plus, etc. Et comme je l'ai dit, souvent les gens qui viennent sur ce sujet-là n'y viennent pas par hasard. Souvent, ce sont des gens qui sont touchés eux-mêmes, touchés par leur famille, par leurs proches, etc. C'est pas la totalité, mais quand même une grande partie. Et du coup, le deuxième conseil, ça serait de savoir, d'être en capacité de se repositionner en tant que référent handicap professionnel au travail, et de bien réfléchir à ça. Alors, quelque part, je reviens un petit peu sur le savoir-être et de se repositionner parce que on ne doit pas être nous-mêmes jugeants vers ceux qui n'acceptent pas justement d'aborder au quotidien ou que ce soit une thématique du travail ou du monde du travail. Et ça, c'est très important, il me semble, parce que si on veut justement être dans une situation d'acceptation de l'autre, d'inclusion, etc., il faut nous-mêmes qu'on soit en capacité de comprendre pourquoi un certain pourcentage du collectif de travail refuse peut-être de nous aider dans ce travail-là, dans les maintiens en emploi, dans les aménagements de poste, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la grande majeure partie des personnes qui sont peut-être un peu réticentes, je sais qu'on peut aller les chercher. Mais si on a un jugement d'entrée parce que une personne, un chef de service souvent ou un collègue, voilà, ne veut pas faire de place ou être dans une posture de compréhension et d'empathie peut-être, on ne pourra pas aller le chercher. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on produise nous-mêmes une exclusion par rapport à ceux que l'on pourrait aller récupérer, parce qu'en fin de compte, l'acceptation, c'est vraiment une vision globale. Et je dis souvent, c'est peut-être un peu parallèle par rapport à notre sujet, mais pas si loin, c'est que si, très jeune, on avait tous été habitués à la diversité dans tout ce qu'elle comporte, hein, que ce soit les origines, que ce soit le sexe, que ce soit le handicap ou autre, je pense que du coup, on serait pas en train de faire cette interview et qu'on n'aurait pas besoin de référent handicap. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça se passe pas comme ça. Et du coup, il faut réfléchir à reproduire ce qui n'a pas été mis en place, c'est-à-dire une forme de rendre un petit peu la chose inconsciente, qu'elle participe à l'inconscient, pardon, collectif. Et je crois que nous, vraiment, pour revenir à la question de départ que je n'ai pas oubliée, je pense que si on a un travail à faire, c'est vraiment de remettre tout le monde à niveau dans notre
perceptions, par rapport aux préjugés. Voilà. Et c'est pour ça que, par rapport aux conseils que l'on peut donner à une personne, je pense qu'il faut tout de suite lui donner la réalité du métier, c'est-à-dire les choses positives qui font qu'Aurélie et moi, ben, on est là aujourd'hui et que certainement, je crois qu'on aime notre métier, très clairement. Ça n'empêche pas les frustrations et de mettre en péril notre idéalisme, évidemment. Ça, c'est pas le sujet. Et de garder notre esprit critique. Voilà. Mais je pense que c'est aussi donc du coup important de rappeler la réalité qui fait que c'est pas un métier facile en soi parce que c'est un métier tout simplement humain. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut aimer l'autre et aimer l'humain pour pouvoir faire ce métier. Aurélie, Thierry, merci à tous les deux de votre participation. Pour plus d'informations sur le FIP et les dispositifs à mobiliser dans le développement d'une politique handicap, rendez-vous sur le site du FIP sur le www.fiphfp.fr. À bientôt!